On reprend. Vous avez les propriétés numériques du surface. Donc, après avoir défini tout ce qui concerne les propriétés affines ou bien une étude affine des surfaces, maintenant on passera aux propriétés métriques. C'est à l'instar aussi des cours dont nous avons déjà étudié dans les cours, tout ce qui concerne la courbure, la torsion, la longueur d'arc, le repère de crédit, voilà, et plein d'autres éléments que nous avons cités. Alors, c'était l'objet d'étude des propriétés métriques du cours. Mais pour les surfaces, on va, à l'instar de cette étude-là par rapport au cours, donc on va faire approfondir notre étude au niveau des propriétés métriques des surfaces. Et cela comprend deux notions qui sont très importantes au niveau des surfaces. Ils sont les formes quadratiques fondamentales. Donc, nous avons deux formes quadratiques. Première forme quadratique fondamentale et la deuxième forme quadratique fondamentale. Et on verra par la suite plein d'autres éléments, d'autres invariants géométriques qui permettent de caractériser la surface. Alors, pour cela, on aura besoin de quoi? Donc, les nappes considérées sont de classe K dans cette partie toute cette section. Voilà, elles sont de classe K avec au moins K et est supérieur ou égal à 1. Elles sont régulières. D'après un théorème précédent, l'étude d'une telle nappe se ramène localement à celle d'une nappe simple définie par une paramétrisation cartésienne. Alors, d'après un théorème précédent, c'est le théorème sur lequel pour lequel on a défini en un point régulier une sous-nappe sigma 0, alors qui est l'objet qui est défini par la restriction de F à un domaine D0 qui est contenu dans D, avec M0 le point régulier appartient aussi à D0. Alors, dans ce cas-là, cette sigma 0, il admet voilà, une paramétrisation cartésienne, alors ce qui permet en fait d'appliquer cette notion par rapport à ce qui suit les concepts qui suivent par la suite. Qui suivent par la suite. Ça veut dire que tu tiens tous les concepts qu'on va citer par la suite. Alors, comme première forme quadratique, nous avons sigma est une nappe. Nous avons M un point de sigma. Alors, Tm, c'est le plan vectoriel, tangent. Alors, je rappelle que Tm, c'est l'image de DFM. Alors, à la nappe sigma au point M. On appelle première forme quadratique fondamentale la restriction de Tm de la forme quadratique phi 1m. Donc, phi 1m, c'est une application qui à chaque V, on fait associer sa norme au carré. Alors, on va chercher une expression de phi 1m, euh, de phi 1m. Alors, pour chercher une expression de phi 1m, nous avons besoin de x défini de d à valeur dans R3 et à chaque UV, on fait associer x UV. Alors, c'est une paramétrisation de sigma. Paramétrisation, nous avons un certain sigma qui est admis comme paramétrisation x. Bien, évidemment, au point M. Donc, au point M est égal à x UV
Le plan vectoriel tangent est dirigé vers les vecteurs suivantes. Donc, je calcule la dérivée de m par rapport à i. C'est exactement la dérivée de x par rapport à i, iv. La dérivée de m par rapport à v, c'est exactement la dérivée de x par rapport à v. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un vecteur, le vecteur v qu'on a dit, c'est un vecteur qui appartient à Tm. V appartient à Tm. Alors, c'est un vecteur qui est porté par les deux vecteurs des rangs de m par rapport à i, des rangs de m par rapport à v. Ça veut dire que je peux écrire la chose suivante. V est égal à lambda dérivé de m par rapport à i plus mu des rangs de m par rapport à v. Et je calcule la norme, et on calcule la norme de, ça veut dire, je vais appliquer cette phi 1. L'objectif, c'est de calculer, bien de chercher l'expression de phi 1m. Alors, j'aurai phi 1m appliqué à V, je calcule directement. C'est la norme de V au carré. C'est la norme aussi de cette expression qui est lambda des rangs de M sur des rangs de I plus mu des rangs de M sur des rangs de V. Bien évidemment au carré. Alors, en appliquant les propriétés des produits scalaires, on obtient phi 1 de M appliqué à V est égal à la norme de M au carré, lambda carré, plus 2 fois la dérivée de M par rapport à U, scalaire la dérivée de M par rapport à V. Lambda mi plus la dérivée de M par rapport à V au carré, mi carré. Alors, on va noter par E, on va noter ça E, et ça, on va la noter F, et cette expression sera notée M, ça veut dire que phi 1, c'est pas M, G, pardon, ici je vais la noter par G, comme ça, il n'y aura pas de risque de confusion. Alors, phi 1, M, appliqué à V, égale. Donc, phi 1, M de V est égal à phi 1, M, lambda, M des rangs de I plus mu des rangs de M par rapport à V. Alors, en remplaçant, en remportant dans l'expression, vous aurez un lambda au carré plus 2 F lambda mu plus G mu carré. Alors, en utilisant la différentielle, l'expression de la différentielle, on va poser dm, c'est la dérivée de m par rapport à i, appliquée à du, plus la dérivée de m durant m par rapport à v, v. Donc, on obtient l'expression de phi 1m sous la forme différentielle suivante. Phi 1m s'écrit phi 1m dm
s'écrit E du au carré plus 2F du dV plus G dV au carré. Donc, la première forme quadratique définie est définie par ce qui suit. Regardez la première forme quadratique. Donc, la première forme quadratique, la première forme quadratique sera définie de la façon suivante. Phi 1 m appliqué à V, c'est la norme de V au carré plus, qui est égal, pardon, qui est égal à E lambda carré plus de F lambda plus G mais carré. Bien sûr, il est positif, il est même défini positif si seulement si la dérivée, ça veut dire les E et F, c'est pas E et F, mais la dérivée de M par rapport à I, la dérivée de M par rapport à V sont linéairement indépendants. C'est-à-dire que M est un point régulier. Voilà. Pourquoi? Donc, si on écrit la chose suivante, nous avons la norme, la dérivée de M par rapport à I, vectorielle, la dérivée de M par rapport à V, au carré, sera égale à la norme du dérivé de M par rapport à I, au carré, fois la norme de M, ou bien la norme du dérivé de M par rapport à V, au carré, moins des rangs de M, des rangs de I scalaire, des rangs de M, des rangs de V, ici au carré, il est égal à EG moins F carré. Dans ce cas, on a toujours le EG moins F carré qui est positif, car on a dit que les, l'appenditif est 1 de M, il est toujours positif. Donc, EG moins F carré reste toujours positif. On va poser H égale à la racine carrée de EG moins F carré, qui est la norme de la dérivée de M par rapport à I vectoriel, dérivée de M par rapport à V. Et voilà la fonction h. Et à l'heure de classe, c'est qu'à moins 1, il ne s'annule qu'en un point stationnaire. On montre dans les deux paragraphes qui suivent que la première forme fondamentale sert au calcul des longueurs des courbes et au calcul des aires. Alors, c'est ce que nous avons, c'est ce que vous avez ici par rapport à ce qui a été écrit. Donc, on a calculé juste, on a précisé juste le h et on a dit que le h est une fonction de classique à moins 1 qui ne s'annule qu'en un point stationnaire. On montre dans les deux paragraphes qui suivent que la première forme fondamentale sert au calcul des longueurs des courbes et au calcul des aires. Ça veut dire donc on va voir des applications pour la première forme fondamentale. Alors,
Alors, comme première application, nous avons la longueur d'un arc tracé sur segment. Alors, c'est pour cela, pour calculer la longueur d'arc tracé sur segment, on aura besoin de quoi? Vous avez soit sigma, une nappe de classe CK, définie par x de D à valeur dans R3, dans R3. Et nous avons gamma, c'est un arc tracé sur sigma. Alors, on va supposer que gamma est l'image par x de l'arc plan gamma défini par la paramétrisation suivante. Donc, gamma est défini par l'application, hein. Donc, gamma est défini par l'application définie de AB à valeur dans T et qui à chaque T, on fait associer I de T, V de T. On noter ça par gamma. D'accord? Alors, par définition, la longueur de l'arc gamma. Alors, pardon. Alors, l'arc gamma est défini par la paramétrisation suivante. Alors, l'arc gamma sera défini par la paramétrisation suivante, qui est alpha, défini de AB à valeur dans R3, qui à chaque T, on fait associer X, I de T, VT. Ça veut dire, en d'autres termes, on peut considérer les choses comme suit. Donc, vous avez déjà un arc AB, l'arc plan, qui est défini de AB à valeur dans T, D inclus dans R2, qui à chaque T, on fait associer X et U de T, V de T. Et nous avons aussi, alors de D alors gamma, nous avons défini l'application alpha, qui est définie, bon, c'est pas l'application alpha, on va la nommer autre chose, donc c'est l'application, je t'aide n'importe quoi, bêta, ici vous avez gamma, bêta définie de R2 à valeur dans R3, et qui à chaque X, XV, UV, ou bien XY, on fait associer bêta, bêta qui est X, UT, VT. Et toute cette application-là, c'est alpha. Alors, on calcule le L gamma. Rappelez-vous que la longueur d'une paramétrisation du boucle, bien d'un arc, ça se calcule comment? C'est l'intégrale de AB de la norme de alpha prime T dt. Je calcule alpha prime T, donc alpha prime de T. Ça se calcule comment? Donc, c'est la dérivée de m en appliquant ce que nous avons. Alors, rappelez-vous que alpha prime t, c'est un vecteur qui appartient au plan tangent au point m, au plan tangent à sigma en un point m. Et tout vecteur du plan tangent s'écrit sous cette forme-là. C'est ce que nous avons.
cité tout à l'heure. Donc, dérivé de m, dérivé de x, pardon, par rapport à i, appliqué à ut vt fois u' de t, les d de u, plus la dérivée de x par rapport à v de ut vt appliqué à v', les d de v. Donc, en utilisant la notation de tout à l'heure, on peut dire que alpha prime de t, c'est quoi? C'est la dérivée de m par rapport à u' de t, plus la dérivée de m par rapport à v' de t. En passant à la norme, vous avez alpha prime de t au carré, c'est quoi? Alors, je calcule ça au carré, donc et puis j'applique la formule de tout à l'heure. Pour la forme quadratique, nous avons c'est e u' au carré plus 2 fois f u' t v' de t plus g v' de t au carré. Donc, on veut appliquer donc l'expression de la longueur. Donc, on veut calculer la longueur, c'est L gamma. Je passe par la racine carrée, puis l'intégrale. Vous avez l'intégrale de AB de racine carrée de cette quantité. Alors, c'est la racine carrée de quoi? De E U' au carré, plus 2 fois F U' V' de T, plus G V' de T au carré. Alors ici, bien sûr, je vais quand même, pour dire que c'est la continuité de la racine carrée, donc c'est dt. Alors je remplace, si on remplace du par u' par du, donc je remplace, donc je vais écrire en pause du, c'est u' de t, et dv, c'est v' de t, on obtient la chose suivante. Donc, vous avez L gamma de t, L gamma, c'est l'intégrale de A à B de E du carré plus 2 fois f du dv plus g dv au carré. Voilà donc appliqué à dt, donc par rapport à dt. Voilà, donc si c'est ça la longueur, ça veut dire que je peux calculer la longueur à partir de la forme quadratique phi AM en utilisant cette expression-là avec E et F. Et V, ce sont les notations, ce sont les dérivés partiels d'ordre supérieur, d'ordre 2 en particulier. Alors maintenant, c'est quoi? Rappelez-vous que nous avons étudié aussi l'abscisse curviligne par rapport au couple. Et l'abscisse curviligne, ça se calcule comment? Donc, c'est S de t. Donc, on se donne un certain T0. Donc, S de t, c'est l'intégrale de T0 à t de alpha prime de t dt. Donc, par passage à la dérivée, donc S prime de t, c'est exactement la norme de alpha prime de t. Ce qui permet de conclure que aussi que, voilà, déjà mentionné, donc ds dt, c'est exactement la racine carrée de e u' au carré plus la racine carrée de ce qui est à l'intérieur. Et on dit que la première forme fondamentale d'une nappe représente le ds carré.
une partie de la subdivision de la même. Voilà, on peut utiliser aussi le calcul la première forme quadratique pour calculer le calcul d'air d'une surface. Alors, l'aire d'une surface, elle est calculée, mais elle est définie comme suit. Regardez. Donc, l'aire d'une surface, définie par la paramétrisation X, définie de D à valeur dans UV, et à valeur dans R3, et qui à chaque UV, on fait associer X UV. Alors, l'aire de sigma, ça se calcule comment? C'est l'intégrale de D, l'intégrale curviligne. Regardez, c'est l'intégrale curviligne, c'est double intégrale sur le domaine D de la norme suivante. Des rangs de X sur des rangs de Y, vectoriel des rangs de X sur des rangs de V, DI du V. Alors, il faut remarquer que l'air, il ne dépend pas de la paramétrisation choisie. Donc, c'est un invariant géométrique. Donc, on peut appliquer le changement de variable dans les intégrales doubles sans aucun problème, ce qui permet donc déduire de passer d'une paramétrisation à une autre. Donc, la première remarque, c'est que R sigma est un invariant géométrique. Donc, on ne dépend pas de la paramétrisation choisie. Donc, je peux passer de la paramétrisation X à la paramétrisation Y par un changement de paramètre en utilisant les propriétés qu'on connaît déjà par rapport aux variables ou intégrales doubles. Le deuxième point de la remarque, alors si vous revenez en fait à cette expression, alors, cette expression, elle est déjà calculée quelque part dans ce que nous avons déjà cité. Alors, c'est la dérivée de x par rapport à y vectorielle dérivée de x par rapport à v qui est égale exactement à la racine carrée de quoi? De g, qu'on a considéré comme quantité toujours positive, moins f carré. Alors, alors, on a dit que le vecteur x uv. Les vecteurs, ça, ce vecteur-là, des rangs de x par rapport à y, des rangs de x par rapport à v, c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan tangent. Alors, comme il est perpendiculaire au plan tangent, ça veut dire que vous avez une surface quelconque et vous avez ce vecteur-là. Donc, vous avez un point ici sur la surface, vous avez votre x ici
Donc, des rangs du X sur des rangs de Y, nous avons dit que c'est un sur le plan tangent de la surface. Vous avez une surface, mais le plan tangent, c'est celui-là. Alors, c'est la dérivée de X par rapport à Y, la dérivée de X par rapport à V. Et ce produit vectoriel, c'est exactement le vecteur perpendiculaire à ce plan tangent. Ça veut dire que l'orientation de la surface, elle dépend de ce vecteur-là. Il est dirigé vers l'extérieur, alors il est orienté positivement par là. S'il est dirigé vers l'intérieur de la surface, donc il est orienté de façon négative. Alors, ce qui permet en fait de savoir l'orientation, de déterminer l'orientation de la surface à partir de la paramétrisation qui à chaque UV, on fait associer XUV. Alors, ceci permet de déterminer une autre notion qu'on va découvrir tout de suite. C'est la notion de vecteur normal unitaire à la surface segment. Alors, c'est le vecteur suivant qui représente cette vecteur-là. C'est la dérivée de x par rapport à y, vectorielle dérivée de x par rapport à v sur la norme de x par rapport à y, vectorielle, la norme de x par rapport à v. C'est ce qu'on appelle le vecteur unitaire normal orienté à segment. Le vecteur unitaire normal orienté à segment. Voilà. On va passer à un exemple, à deux exemples. Je vais prendre des exemples, à trois exemples de calcul. Et parmi les exemples-là, nous avons le cas de paramétrisation cartésienne qui est un cas particulier pour les surfaces, de façon générale. Donc, exemple de calcul de la première forme quadratique. Alors, on prend le plan OXY avec x défini comme suit. Alors, c'est x défini de r carré à valeur dans R3, qui à chaque UV, on fait associer x est égal à y, y est égal à v, z est égal à 0. Alors, je vais commencer par quoi? Pour calculer la forme quadratique. Je rappelle que la forme quadratique, c'est la forme suivante. Phi 1 de m appliqué à v, c'est la norme de v. Nous avons précisé tout à l'heure dans toute on a dit que phi 1 de m, c'est exactement, donc E, au lambda carré, plus 2f lambda mi, plus g demi au carré. Alors, pour calculer, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de E. Il faut tout d'abord donc vérifier, déterminer la dérivée de m par rapport à i. Pour déterminer le E et le F et le G, on doit déterminer tout d'abord la dérivée de M par rapport à X. Ça veut dire la dérivée de X, de X par rapport à Y. C'est égal, donc j'y dérive par rapport à Y. J'aurai ici 1, 0, 0.
Je calcule la dérivée de m par rapport à v. Alors, c'est 0, 1, 0. Je rappelle les formules de E. Donc, E est ici. Donc, vous avez E, c'est quoi? C'est la norme de m carré par rapport à I. Alors, c'est est égal à 1. F, c'est la norme, c'est pas la norme, mais la dérivée de m par rapport à I. Scalaire, la dérivée de m par rapport à V, c'est égal à 0. Et nous avons la dernière, c'est G égale la dérivée de m par rapport à V au carré qui est égal à 1. Je reporte dans l'expression, sachant que nous avons une autre expression, surtout au niveau de la longueur d'arc. Donc, je peux remporter directement dans l'expression de V, de F1 de M, appliqué à V, c'est égal exactement à la dérivée de U au carré plus dérivée de V au carré, comme déjà mentionné dans la partie précédente. Voilà. Voilà, donc on va noter ça. Donc c'est 1 de M, c'est exactement du rang de I carré plus le fait. Donc un deuxième exemple. Alors un deuxième exemple, c'est l'exemple suivant. Donc nous avons un cylindre circulaire qui est défini de X, de UV. À chaque UV, on fait associer X est égal à R cos U, Y est égal à R sin U et Z est égal à V. Alors on calcule la dérivée de M par rapport à I. C'est quoi? C'est moins R sinus U, R cosinus U est 0. La dérivée de 1 par rapport à V, donc c'est donné par 0,01. Et on calcule le E carré. E est égal. La dérivée de M sur U au carré est égal à R carré. F est égal la dérivée de M par rapport à I. La dérivée de M par rapport à V est égal à 0. G est égal la dérivée de M par rapport à V en norme et de tout au carré est égal à 1. Je reporte dans l'expression de phi 1 de M, je trouve que phi 1 M est égal R carré D U carré plus DV au carré. Voilà. Voilà, on peut étudier un cas particulier de paramétrisation. C'est le cas de paramétrisation cartésienne. Ça veut dire c'est une map d'équation cartésienne z est égal à f de x, y, de z. Voilà, donc on va étudier ce cas-là.
La map sigma, alors, il est défini par la paramétrisation suivante. Il est aussi défini par la paramétrisation D, R, 3, X, Y, X, Y, F de X, Y. C'est ça le point. Donc, le point M, ce sont les coordonnées du point M. Donc, c'est ce qu'on appelle, vous pouvez aussi noter ça par X, si vous voulez. Alors, je calcule quoi? De la même façon, on calcule les deux dérivées partielles. La dérivée de M par rapport à X, XY, qui est égale à quoi? C'est 1, 0, la dérivée de F par rapport à X, XY. Donc, la dérivée de M par rapport à Y, c'est 0, 1, dérivée de F par rapport à dérivée de Y. Et on calcule les autres. Donc, si je note ici ça par, je fais des autres, je note ça, la dérivée, donc en notant par P, c'est la dérivée de petit f par rapport à x, x, y. Donc, le petit q, c'est la dérivée de petit f par rapport à y, et x, y. Ça veut dire que cette dérivée devient un 0p. La deuxième devient 0, 1, q. Donc, je passe au calcul de E et F et G. Donc, E égale la norme de dirham de M par rapport à X. En faisant les calculs nécessaires, c'est égal exactement à 1 plus pi carré. Vous avez F, c'est égal la norme de la dérivée de M par rapport à X. Dérivée, c'est pas la norme, mais la dérivée de M par rapport à X. Dérivée de M par rapport à Y est égale à P fois Q. Maintenant, ah oui, en norme, si on calcule en norme aussi, non, on n'a pas besoin de norme, vous avez un produit scalaire. Alors, G égale, c'est la norme de M par rapport à Y au carré, c'est égal à 1 plus Q au carré. Donc, en repartant dans l'expression de phi 1 de M, on trouve les choses suivantes. Donc, phi 1 de M, par rapport à l'espace, donc je peux écrire là. Donc, phi 1 M, je reporte dans l'expression de phi 1 M, exprimée par lambda des ronds de M par rapport à X, plus mu des ronds de M par rapport à Y, est égal 1 plus P au carré, lambda carré, plus 2PQ, lambda nu, plus 1 plus Q au carré, nu carré. Alors, si je cherche la longueur d'arc tracée sur la surface paramétrisée par une paramétrisation cartésienne, je peux remplacer et je peux avoir des S carrés, c'est 1 plus P carré, dx carré, plus 2 PQ, dx, dy, plus 1 plus Q au carré d carré. Alors, c'est déjà fait l'expression, donc c'était tout à l'heure. C'est cette expression-là, regardez, je rappelle ici le ds carré, c'est celui-là. Voilà, on retrouve ds carré.
On revient à notre formule. Voilà, donc, c'est exactement ça. Par contre, donc, je peux calculer aussi le H. Alors, le H, c'est la racine carrée de EG moins F carré, qui est égal à la racine carrée de un plus P carré plus Q carré si vous faites les calculs correctement. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Donc, la prochaine fois, on va parler de la normale. Il existe, pour les surfaces aussi, il existe des surfaces qu'on peut, euh, qu'on peut caractériser par le fait qu'ils sont de caractère normal. Il y a aussi le repère de Darbois. Donc, on aura l'occasion de parler de ces deux notions-là. Voilà, donc je m'arrête à ce point-là. Donc, si vous avez des questions, je vous écoute.